Kanpai! Bonjour et bienvenue dans le podcast Kanpai, format interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Naoko d'Ima Japon, qui travaille donc dans sa propre entreprise, qui souhaite nous faire voyager dans les régions japonaises à travers les assiettes. Bonjour Naoko. Bonjour Gaël. Alors, on va parler aujourd'hui de ton parcours, de ton activité, donc autour principalement d'Ima. Tu vas nous expliquer un petit peu en quoi ça correspond, et puis également tes autres activités, ainsi que ton regard, bien sûr, sur le Japon et le tourisme au Japon. Mhm. Donc, tu es né en 1973, tu es né à Hokkaido, Oui. D'une mère originaire de cette île, donc la plus au nord du Japon, et d'un Mhm. père originaire de Kanazawa. Oui. Et un petit peu plus tard dans ton enfance, tu grandis à Tokyo. Oui, tout à fait. Ensuite, tu vas suivre des études en politique et en sociologie. Mhm. Et tu m'expliquais lorsqu'on préparait ce podcast que tu as, en tant qu'étudiante, tu étais dans Mhm. un club de vélo qui t'a permis de voyager un petit peu partout au Japon. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, voilà, c'était quand j'ai fait, donc c'est surtout le premier et deuxième année de mes études à l'université au Japon. J'aimais voyager au Japon tout partout, mais comme tous les étudiants, je n'avais pas l'argent. Donc je me suis dit, ça peut être sympa de faire partie de groupe de vélo et puis le courir à droite à gauche au Japon. Donc le premier grande destination, c'était le Hokkaido. Bien entendu, c'était la destination de rêve pour beaucoup de cyclistes. Donc je suis partie là-bas. Et puis sur le retour, j'ai aussi passé par le Aomori, Iwate, la région de Tohoku aussi également. Il y en a aussi une fois pendant une vacance, nous sommes partis à Kyushu, sur l'île de Kyushu, pour traverser du nord jusqu'au sud, passant par la côté de Mandasso, etc. Shikoku, j'ai fait aussi également sur l'île de Shikoku. Et puis, alors, j'ai triché un peu dans le sens que pour aller jusqu'au Kyushu, Hokkaido, à Shikoku, une partie, nous avons pris le train. Mais une fois arrivé sur place plus ou moins, on a parcouru à peu près 100 kilomètres par jour pour admirer le paysage et rencontrer les gens. Et moi, quelqu'un qui a grandi dans la région de Tokyo, c'était sympa. Alors en 2001, donc tu as 28 ans, tu pars vivre en Europe. Mhm. Tu t'installes donc à Bruxelles, Paris, Lyon. Tu parcours un petit peu. Pourquoi ce choix de l'Europe, de la France? Alors déjà, la France n'était pas vraiment le choix de ma destination. C'était surtout Bruxelles. Parce que j'étais spécialisée dans la politique de l'Union européenne et je voulais faire mes études dans ce domaine. Donc, je voulais partir en Belgique et j'ai eu de la chance d'obtenir la bourse de la part du gouvernement belgique. Donc, du coup, j'ai fait un an en Belgique. Et après, je voulais continuer à rester en Europe pour continuer dans la recherche de la politique de l'Union européenne, mais je n'avais plus de bourse et j'ai recherché le travail et j'ai trouvé un travail de la part du gouvernement japonais au Luxembourg. Et comme ça, j'ai resté pendant 3 ans au Luxembourg. Et dans le même cadre, on m'a proposé un poste, donc j'ai basculé à Paris. Et puis après, je me suis installée à Lyon avec mon mari français, qui était à Lyon à l'époque. Et c'était comme ça que j'ai décidé de vivre en France depuis. Alors pourquoi et comment as-tu appris le français? Alors déjà, euh, toute première fois, c'était surtout pour pouvoir obtenir la bourse d'études pour venir en Belgique. On m'a dit qu'on pouvait poursuivre les études en anglais, mais par contre, pour pouvoir obtenir la bourse, je devais apprendre le français. Donc, c'est parti en 2000 pendant 4 semaines à Lyon pour apprendre le français, donc à la manière intensive. Et je suis revenue au Japon et j'ai continué d'apprendre le français donc pendant un an je suis partie à Bruxelles à l'été 2001. Sur place, donc on m'a dit que on pouvait poursuivre les études en anglais. Alors, tous les cours étaient donnés en anglais, effectivement, sauf que quand on a commencé la discussion, tout était en français.
Donc j'étais obligée de vraiment progresser en français. Donc c'était pas facile pour moi, mais quand même, ça m'a aidé énormément pour apprendre le français vraiment sur terrain, en échangeant avec les autres étudiants. Et puis pareil au Luxembourg, la langue principale à y utiliser dans le cadre professionnel, sur, le dossier, c'était bien marqué en anglais, mais sauf que, quand on commence à travailler, on rend compte que, il faut aussi parler français. Et puis comme ça que j'ai eu la chance de vraiment apprendre sur terrain, de devoir pratiquer français aussi bien que parler, écrire, lire vraiment à la manière, compréhensive. Voilà. Donc en 2014, tu Mmh mh. t'installes à Saint-Nazaire et Mmh. tu commences à travailler comme consultante pour des entreprises japonaises, notamment dans l'alimentaire. Mmh. Pourquoi ce choix de Saint-Nazaire? Alors, pour simple raison que mon mari, il est originaire de Saint-Nazaire et puis un jour, il voulait, revenir, dans sa région, pour s'installer être au bord de la mer. Après, j'ai dit oui, dans le sens que quand on était à Lyon, mes parents, bah, ils sont au Japon donc je suis loin de mes parents. Lui aussi, ses parents sont à Saint-Nazaire donc ses parents sont loin de lui. Donc on a dit: «Au moins comme ça, on s'approche, voilà, un de nos parents». D'accord. Avant d'aborder un petit peu plus en détail IMA, qui est ton activité principale, Mmh mh. on va également aborder tes autres activités parce que tu réalises, comme on le disait, un certain nombre de prestations de services, notamment pour, des entreprises et des entrepreneurs, japonais. Alors, je vais d'abord expliquer comment nous on s'est connus. Tu nous as mis en relation, Kampai. Alors comme beaucoup d'auditeurs le savent, parce qu'on publie des fiches de visite, hein, des fiches de voyage. Parfois, ce sont des voyages qu'on organise nous-mêmes et souvent Kampai est invité en tant que média Mmh. par, des régions, des préfectures, des villes ou, parfois des professionnels au Japon Mmh. et toi, tu travailles en l'occurrence à mettre en relation, ça fait Mmh. partie de tes activités, Mmh. des médias comme Kampai avec, des lieux ou des sociétés, au Japon. En l'occurrence, c'est dans le cadre, d'Osumi. Alors, tu nous as permis et je t'en remercie encore, de voyager à Kagoshima, de découvrir un petit peu la région, de redécouvrir en tout cas de manière un petit peu plus en profondeur. Oui. Tu vas nous en parler peut-être, un petit peu plus tard ou alors tu veux peut-être l'aborder dès maintenant, cette activité de, mise en relation, des médias? Oui, tout à fait. Alors, c'est surtout, le cœur de mon métier en tant que prestataire de service, c'est que je travaille soit pour les petites entreprises ou pour les petites collectivités, non pas de grandes agglomérations, qui ont beaucoup de l'argent, qui peuvent vraiment faire de grosses activités, mais c'est vraiment de petites structures, qui sont pas forcément connues en France. Mais qui veut soit vendre en France ou bien effectivement qui veut présenter, où se situe par exemple Osumi. Je pense qu'il y a très peu de monde qui connaît justement ce nom et mais quand on est sur place, on découvre des choses magnifiques et c'est ce genre de choses que je veux vraiment faire en tant que prestataire de service, c'est-à-dire que, bah, ils sont ignorés aussi bien que producteurs ou à les collectivités locales, par les Français parce qu'on n'a pas l'information. Donc mon métier, c'est vraiment comment je peux, transmettre, soit le savoir-faire ou bien, l'attractivité des lieux, vis-à-vis de la France, pour qu'on puisse, attirer l'attention de la part de soit les clients ou les touristes. Voilà. Alors bon, tu as un excellent niveau, en français et bien entendu en japonais, donc tu as aussi une activité d'interprétariat, Mmh mh. et je voulais aborder aussi ton activité de facilitatrice de business en quelque Mmh sorte. mh. C'est-à-dire que tu donnes des conseils en gestion d'entreprise Mmh mh. aux entrepreneurs à la fois Mmh. japonais et français. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Voilà, c'est surtout auprès des Japonais, je fais, du fait que je suis basée en France, et puis, bah, je pense que ces 2 sens de toute façon, c'est pareil. Ce qui est normal au Japon n'est pas forcément normal en France. Pas uniquement dans le monde de business d'ailleurs, mais dans le monde de business, si on ignore ce qui est normal en France et si on fait uniquement dans la façon à la japonaise,
ça passera pas, hein. Donc du coup, mon rôle est de vraiment, d'être à la fois pédagogique, mais aussi accompagner, pour faciliter soit la pénétration de marché ou remonter l'entreprise en France. Donc c'est pas uniquement, f de traduire ou de jouer le rôle d'interprète. Il faut aussi expliquer la différence de la culture et finalement aussi je rentre également, dans l'aspect juridique également, hem, après je suis pas avocat donc je rentre pas vraiment dans le détail, mais de tout cas, de donner le base de connaissances pour faciliter leurs activités. Alors, on a noté ensemble que tu organisais également des événements. Est-ce que tu peux Mmh. nous expliquer quel type d'événement, dans quel cadre, avec quel prestataire? Mmh. Alors, organisation des événements, c'est surtout dans alimentaire, donc c'est souvent, dans le cadre de B2C, donc c'est-à-dire que ce sont des clients sont des professionnels et c'est soit de tenir le stand dans le cadre de, un salon professionnel, au compte de clients. Ça m'arrive de monter un événement, indépendant, en utilisant par exemple, un produit, alimentaire, par exemple la sauce soja et on organise un événement dans un restaurant et puis de proposer la dégustation auprès de chefs cuisiniers, ou bien on fait la cuisine ensemble et puis faire une sorte de masterclass. Donc c'est ce genre d'activité en fonction de, la demande de la part de mes clients japonais. D'accord. Est-ce que tu participes également à certaines manifestations Japon en France? Alors on pense bien entendu à Japan Expo, mais il y en a bien d'autres et Mmh pas mh. seulement Mmh. des salons, également maintenant on appelle quasiment ça des matsuri en fait, Mmh. des événements, Japon un petit peu plus grand public. Est-ce que tu y participes et si oui, quelles seraient tes recommandations? Alors, c'est plus en tant que mon entreprise IMA, je participe pour tenir le stand. J'aime bien participer surtout, de petits événements, convivial, s parce que, on voit bien qu'il y en a l'amour pour monter ce genre d'événement, et après aussi, nous aussi d'ailleurs à Saint-Nazaire, nous faisons en tant que bénévoles association, nous organisons aussi un événement au Japon. Donc si, tu me demandes lequel je conseille, le premier conseil, c'est un week-end au Japon à Saint-Nazaire. J'aime bien aussi Japan Co à Pontivy, que je participe déjà à plusieurs années. Les bénévoles, ils sont super sympas, on en sent bien qu'ils adorent ce qu'ils font. Donc, voilà. Et donc on en arrive naturellement à ton activité, dominante, hein, qui est IMA. Mmh mh. Mmh. Donc si je peux synthétiser, c'est de l'import de produits japonais, mais on va voir que c'est même bien plus que ça. Alors fin 2019, tu as ouvert une épicerie fine japonaise dans le Mmh mh. centre de Saint-Nazaire. Mmh. Donc tu vas nous expliquer un petit peu en détail en quoi ça correspond, parce que c'est assez, protéiforme, j'ai envie de dire. Il y a plein de différentes activités qui sont regroupées sous cette, bannière IMA. Mmh. Mais d'abord, pourquoi ce nom? Alors IMA, ça veut dire maintenant en japonais, en tout cas c'est la première chose qui nous vient à l'esprit. Mais, qu'est-ce qu'il y avait derrière ce choix de nom, IMA? Alors effectivement, avant l'ouverture de la boutique, je devais réfléchir quel nom que je donne à ma boutique, vraiment pour montrer ce que je veux faire, hein. Donc la boutique s'appelle Ima en voyage au Japon et effectivement Ima signifie, maintenant. Et puis alors Ima aussi ça peut signifier séjour, heu, Ima, hein, le lieu qu'on se réunit ensemble. Et puis le dernier chose, quand on écrit IMA en alphabet, c'est IMA et si on lit à l'autre sens, c'est AMI. Donc là, c'est l'esprit et que, les clients vient à la boutique et que c'est comme si que les clients en tant qu'amis, partagent là maintenant l'instant maintenant dans un séjour et de manière conviviale. Donc je voulais que le soit vraiment convivial et qu'on profite, chaque instant ensemble et c'est dans ce sens-là que j'ai donné le nom IMA et puis la dernière chose, un voyage au Japon. Pourquoi? Parce que, on est à Saint-Nazaire,
on est dans un boutique à Saint-Nazaire, mais c'est comme si que je propose un voyage au Japon en restant à Saint-Nazaire. Alors, avant d'aller plus en détail dans les différentes activités qui sont regroupées sous, IMA, Mmh mh. est-ce Mmh. que tu pourrais résumer le concept en une ou 2 phrases? Le concept d'IMA, c'est de proposer, de culture, culinaire, alimentaire, authentique, japonais aux Français, mais de manière conviviale. Voilà. Est-ce que ça veut dire que, nous, en français, on consomme mal le Japon? Est-ce que l'objectif, c'était, de mettre mieux en avant, la tradition et l'authenticité japonaise? Alors, mal consommé, je ne dis pas, mais des fois, je trouve que ça peut être compliqué pour les plupart des Français d'identifier quelle information est vraiment vraie et quelle information n'est pas vraie, hein. Et c'était ce que j'ai remarqué, avant l'ouverture de la boutique en fait, en faisant, consultant indépendante. Il y a tellement des choses qui est diffusé écrit et juste expliquer sur un produit, mais en même temps à la manière d'utiliser, il y en a de vraiment l'information fiable et pas fiable. Et du fait que je suis une japonaise vraiment d'origine, hem, il y a des gens qui veulent me poser des questions sur ce sujet. Donc je me suis dit: «Peut-être vaut mieux que je les explique comment on utilise au Japon, de quoi s'agit-il?» Après, les gens font ce qu'ils ont envie avec les produits. Je demande pas que ça serait utilisé de la manière traditionnelle, mais d'autres cas, les gens cherchent, l'information, vraiment fiable sur, le produit et comment on utilise au Japon. Voilà. C'était dans cet aspect. D'accord. Quand on préparait le podcast ensemble, tu m'expliquais que le cœur d'activité, en tout cas ce que tu souhaitais à Mmh. travers IMA, c'était de mettre en valeur les différences régionales des produits japonais. Parce qu'on a Mmh. tendance à se dire, il y a la sauce soja japonaise, il y a le miso japonais, le ramen, le riz, on parlait du riz aussi. Mmh. Toi, ton objectif, tu m'expliquais, c'était de transmettre la culture culinaire japonaise et Mmh. surtout en découvrir la variété. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ces différences régionales et le fait que un type de produit ne soit pas unique, il y en a autant quasiment qu'il y a de régions? Voilà, tout à fait. Alors déjà quand je parle de la diversité, locale, régionale, hem, déjà il y en a c'est comme en France, chaque région, ils ont leur propre plat, hein. Donc ça, c'est aussi en France, tout partout, hein, dans le monde, que, par exemple, à Kanazawa, donc la ville d'origine de mon père, il y en a un plat qui s'appelle le jibuni. Donc ça, c'est le mijoté de canard et qui existe pas ailleurs. Et donc ce genre de plat, si, vous regardez uniquement côté Tokyo, vous ne pouvez pas le découvrir. Donc là, ce genre de choses, ce qui peut être intéressant de découvrir déjà, de chaque région, ils donnent chaque propre recette. Et ensuite, je viens de justement parler de recettes. Aussi je pense que c'est la particularité du Japon, c'est qu'il y en a un plat au même nom, mais de plusieurs recettes différentes, dépend de la région. Le plus, typique, moi je parlerai de ozoni. Donc, ozoni, c'est un plat typique qu'on mange au Japon pour Nouvel An. Donc, il y en a un mochi dedans, dans le soupe. Et déjà, le mochi même, la forme peut être différente, qui peut être au carré, donc la région de l'Est. Moi, je connaissais que le mochi tout carré, mais dans certaines régions de l'Ouest, il y en a aussi le mochi rond, hein. Et puis, il y en a à certaines régions qui met le anko, donc pâte d'haricots rouges sucrée à l'intérieur de mochi, qui n'est pas imaginable pour moi, quelqu'un de l'Est, mais pour des gens de cette région, c'est tout à fait normal de mettre le sucré dans le mochi et mettre cette boulette de mochi dans une soupe salée. Le soupe aussi peut être différent. Dans certaines régions, on peut mettre le miso, donc miso blanc.
Et puis, dans la région comme la région de ma mère, puis mon père, donc au Hokkaido, Kanazawa, on met pas de miso, mais simplement ça sera la soupe claire, pour mettre le mochi dedans. Donc, il n'y a pas en gros le vrai zoni, une seule recette unique pour le Japon. C'est ce que moi je dis souvent à mes clients d'ailleurs, quand on me pose la question, et au Japon, comment on fait? Pour certaines choses, je peux donner la réponse unique, mais pour certaines choses, je suis obligée de dire, ça dépend de la région. Donc là, ça c'est aussi pertinent quand on parle de sorte de miso, la sauce soja. Pareil, pour la sauce soja, on me pose souvent la question, lequel est meilleur? Alors, lequel est meilleur, je sais pas dire, parce que quand on me pose la question, lequel je suis habituée, moi je sais donner la réponse, mais parce que j'ai grandi dans ce genre de culture. Donnons un exemple, par exemple la sauce soja tamari. Je pense que le tamari est connu pour les Français comme le sauce soja gluten-free, hein, parce que pour faire le sauce soja, il faut le soja, il faut du sel, mais éventuellement, il faut aussi le blé pour faciliter la fermentation de petits koji. Le koji sont les ferments champignons qui sont utilisés dans tout ce qui est de condiments japonais. Mais donc, du coup, dans la plupart de sauces soja, on utilise le blé pour faciliter la fermentation. Alors, le tamari au Japon, c'est vraiment un produit qui est fait autour de Nagoya, dans la préfecture de Aichi. Donc, c'est un produit, moi-même, je connaissais pas du tout, hein. Et puis, ma mère, elle a jamais utilisé. Par contre, en arrivant en France et puis en ouvrant la boutique Ima, moi, je propose différentes sauces soja, y compris tamari. Et donc, du coup, on me pose la question, alors, le tamari, comment vous l'utilisez? Euh, Chez moi, d'autres cas, on n'a jamais utilisé le tamari. Je sais expliquer la différence, mais ça reste la différence, donc, du coup. Et la même chose pour le miso, plus sucré au sud, plus salé au nord, ce genre de différence qui existe. Donc, vous voyez, on parle de juste un produit miso du Japon, un produit d'une sauce soja, hein. On peut raconter toutes les différences locales et régionales. Si vous me laissez parler de juste une sauce soja, je peux raconter pendant des heures, hein. Voilà, c'est ça ce qui est intéressant de vraiment la diversité de culture culinaire de chaque région du Japon. Est-ce que tu as, dans la boutique, est-ce que vous avez, si vous êtes plusieurs à faire de la clientèle, des clients, qui te demandent de la sauce soja sucrée? Oui, sauce soja sucrée, c'est pareil en fait. Sauce soja sucrée, moi j'ai appris l'existence de sauce soja sucrée en arrivant en Europe. Donc au départ, j'ai pensé que c'est un produit qui existe uniquement en Europe, mais j'ai découvert en fait non, dans certaines régions au Japon, ils ont le coutume de consommer la sauce soja sucrée. Alors moi j'ai goûté sur place et c'est pas exactement le même goût que ce on trouve d'habitude en France, mais de cas, pour certaines régions pour certains gens de la région de Kyushu, hein, où ils mangent sushi ou le sashimi avec sauce soja sucrée, ce qui n'est pas du tout imaginable pour moi. Voilà, donc je refuse pas d'utiliser la sauce soja sucrée, mais encore une fois, quand on me pose la question, je dis, moi j'ai pas l'habitude, mais effectivement, dans certaines régions, on mange le sushi et sashimi avec la sauce soja sucrée. Alors je voulais aussi un petit peu parler de riz, Mhm, parce que le riz au Japon, bon, je vais faire une comparaison, c'est un petit peu comme le pain en France. mhm, On pourrait en parler aussi pendant des heures, mais c'est vrai que quand on va à l'étranger, parfois on se rend compte que on a soit une baguette ou soit du pain de mie, ce qui est normal, alors qu'en France, on a une variété de pain qui est mhm, assez importante. mhm, Et au Japon, c'est pareil, on a énormément de riz différents et mhm. chacun a ses préférences, son riz préféré. Euh,
Comment tu fais pour, choisir, tes riz différents? Est-ce que c'est facile de les importer, du Japon? Ou alors est-ce que ce sont des riz qui sont, qui viennent d'autres régions du monde? Comment tu fais pour présenter le riz japonais, dans le cadre de la boutique IMA? Alors déjà, les produits chez IMA principalement, je passe par, les différents importateurs, hein, donc grossistes. Et puis, donc qui me permet d'avoir plus de choix, heu et par contre, ce que moi je m'impose comme le choix, c'est que moi je revends uniquement le riz qui vient du Japon. Pour simple raison que, moi je trouve le goût n'est pas pareil. Moi j'ai l'habitude du goût du riz du Japon et donc j'ai testé le riz qui vient de sud de la France, l'Espagne, l'Italie, après quand il y a la demande vraiment, pour certains consommateurs, que d'avoir le sac de 20 kilogrammes, 30 kilogrammes, je comprends tout à fait qu'ils veulent avoir quelque chose de moins cher, mais car moi je constate la différence de goût. Donc si je constate la différence de goût, moi je préfère de proposer ce que moi j'aime bien proposer. Donc chez IMA, on propose que du riz qui vient du Japon. Ensuite, il y a différentes variétés de riz au Japon. Je sais pas combien ça existe aujourd'hui, minimum 600 dans mon mémoire, hein, ou voire plus. Chaque année, il y a une nouvelle variété, qui naît parce que c'est le résultat d'aussi le croisement de différentes, de variétés existant au Japon. Mais donc parmi, cette, plusieurs variétés, chaque importateur choisit leur propre variété et je sélectionne parmi ces propositions par les différents importateurs. Le premier chose, le critère de choix déjà, heu, si j'aime ou pas. Donc ça, c'est la première chose. J'aime bien la variété de Akita Komachi et Koshi Hikari. Donc c'est les 2 variétés obligatoires pour moi pour proposer à la boutique. Donc ça, c'est les premières choses. Après, je suis consciente que, le Koshi Hikari, c'est pas forcément le moins cher. Donc j'essaie de choisir aussi les variétés qui ont moins coûteux éventuellement, hein, pour que ça peut être accessible, pour les gens. Mais en expliquant la différence de goût, hein. Là récemment, j'ai adopté, une variété de Hokkaido, Yume Pilika, qui est avec le goût léger comparé de Koshi Hikari. Donc si on fait le onigiri tel quel, juste avec du sel, et puis les feuilles de nori, on trouve peut-être le goût est un peu léger. Mais par contre, si c'est pour manger juste, avec la sauce comme le curry ou on fait le donburi pour faire, le katsudon et cetera, ça peut être largement suffisant comme la variété du riz. Donc là, c'est moins cher et en fonction de manière que les clients mangent, je dis que voilà, ce riz, la particularité, c'est plus léger. Il y a peut-être moins de goût que Koshi Hikari, mais si vous mangez toujours avec la sauce, ça peut aller. Mais si vous voulez découvrir le bon goût du riz, je vous conseille plutôt telle variété, notamment Koshi Hikari. Est-ce que parfois tu as des clients qui te demandent des produits bio ou Mmh. des produits véganes? Oui, oui, justement, je pense que c'est aussi alors végan, c'est coller l'image, de cuisine japonaise à mon avis. Donc, il vient chercher les produits végans. Hem, alors à vrai dire, quand on respecte les recettes japonaises, végan, c'est un peu compliqué parce qu'on trouve tout partout, surtout dans le dashi, la le ingrédient à base de poisson. Donc j'essaie de bien regarder si c'est bien végan ou pas pour proposer et j'essaie de vraiment identifier le produit végan. Bio aussi, il y a des gens qui viennent chercher. Je propose les bio, mais je donne plus importance si c'est artisanal ou pas, hein. S'il y en a artisanal bio, avec plaisir, je prends le produit bio. Mais sinon, si j'ai le choix entre artisanal et bio, je préfère artisanal. Donc peut-être, je n'ai pas autant de propositions de produits bio que ce que certains clients espèrent.
Alors dans le cadre de l'activité IMA, il y a quand Mmh. même une bonne partie qui vient du saké. Donc tu Mmh. es distributrice de saké. Mmh. Tu as même le droit de distribution exclusive en Europe de certaines marques. Mmh. Est-ce que tu peux nous en dire plus donc sur ce segment? Comment tu choisis tes sakés? Est-ce que c'est quelque chose qui est très apprécié des clients? Voilà, autour du saké. Alors dis-nous en plus, s'il te plaît. Oui. Alors le saké, hem, c'est pas une boisson très connue en France. Je sais qu'à Paris, pour certains amateurs, ça commence à être vraiment la mode, mais d'autres cas à Saint-Nazaire, d'autres cas en 2019, quand vous posez la question sur le saké, hem, 95 de réponses étaient: «Ah oui, cette boisson, bah, bon, qui est très, très fort et puis là qu'on prend à la fin de repas». Juste une petite précision, le saké, quand on dit saké en japonais, il y a 2 sens. Donc soit, on parle de alcool en général, le saké, ou bien simplement le saké, le nihonshu justement, que moi je suis distributeur. Et ce n'est pas de thé alcool fort, ce n'est pas de thé alcool distillé, contrairement de idées reçues. C'est un alcool à base du riz qui est fermenté et brassé. Et donc, la méthode de production, et c'est comme entre la bière et le vin, pour juste simplifier l'explication. Et on consomme exactement comme vous, Français, consommez du vin. Donc, ça veut dire que aussi bien pour l'apéritif ou pendant le repas. Donc, c'est vraiment loin de idée de digestif, le vrai saké. Donc, ça c'est vraiment première précision que je veux faire. Et ensuite, pourquoi moi j'ai décidé d'être distributeur de saké? Hem, alors j'ai hésité au départ, de point de vue stratégique, est-ce que je ferai le saké ou pas? Parce que comme j'ai dit, il y en a amalgame le mot saké, donc c'est pas facile à vendre. Mais il y a 2 choses qui m'ont poussé de se positionner en tant que distributeur de saké. Le 1er chose, c'est que, j'ai appris qu'il y a moins en moins de brasseurs de saké, qui existent au Japon parce que, il y a moins en moins de consommation au Japon et puis le métier n'est pas facile. Donc, là je me suis dit: «Ah si on laisse cette tendance telle quelle, qu'est-ce qui peut arriver dans le monde de saké dans 50 ans, dans 100 ans?» Peut-être le grand groupe va continuer vont continuer à exister, mais de petits producteurs, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'était les premières réflexions que j'ai eues en faisant le consulting, avant l'ouverture de marque IMA. Et le deuxième, c'est que j'ai eu l'occasion de rencontrer les petits producteurs, justement, qui sont producteurs de saké et qui souhaitent à développer en France. Et c'était donc là, j'étais en train d'hésiter entre si ça passe en tant que business ou pas. Mais cette rencontre m'a poussée en disant que: «OK, bah, je vais essayer, je vais démarrer pour soutenir l'activité de cette petit producteur de saké». Il faut que, ils vont continuer à survivre et pour cela, ils ont besoin de marché français. Je ne sais pas si je peux être utile, mais je vais essayer. C'était comme ça que j'ai décidé de prendre, ce challenge de à présenter le saké auprès de Français. Alors après, à la boutique, je propose la dégustation de saké avant de faire le choix. Donc d'ailleurs, si parmi vous, s'il y a quelqu'un qui passe à la boutique, faut pas hésiter de demander, de déguster avant de faire le choix parce que, sans connaître le goût, c'est difficile à choisir. Et je pense que j'avais raison de proposer la dégustation de saké et comme ça, petit à petit, il y a des gens, qui consomment régulièrement le saké et donc du coup, qui prend le saké régulièrement à la boutique. Donc c'est pas facile, c'est pas très connu, mais en tout cas autour de Saint-Nazaire, il y a plus en plus d'amateurs, qui prend l'habitude de déguster le saké. Et puis je propose aussi auprès de professionnels. Le saké, c'est surtout dans la proximité, je propose, parce que moi, je suis vraiment attachée où je vis et puis donc dans la notion de localité, pas uniquement au Japon, aussi en France. Et je travaille avec les restaurateurs, qui partagent le même concept que moi
Donc, il y en a aussi à certains restaurants français qui prennent le saké de chez moi. Alors, on a parlé de la boutique, à Saint-Nazaire, Mmh. mais il y a également une boutique en ligne, Oui. imajapon.fr. Mmh. Je ne sais pas si tu veux communiquer sur, le volume, en tout cas le pourcentage de répartition de la clientèle, mais, c'est une activité vraiment différente? Comment ça se passe pour toi? Tu fais de l'expédition tous les jours, en fait? Oui, alors, en fait, le site, hem, même, j'ai fait vraiment le vrai site, j'ai fait, fin de l'année dernière. Heu Bah, comme tout le monde déjà, pendant Covid, j'ai créé rapidement, le site internet pour la vente, mais ce n'était pas du tout bien structuré, au sein de notre l'entreprise. Donc là, j'ai créé, mais j'ai mis à côté. Et puis en même temps, alors pourquoi j'ai mis à côté? Heu, Parce que je savais pas trop comment, je pouvais réaliser, ce que moi je veux proposer au sein de la boutique sur l'internet. Comment je peux accompagner mes clients? Comment, voilà, je peux vraiment partager ma passion avec les clients qui visitent notre site internet. Hem donc là, suite à cette réflexion, l'année dernière, je me suis dit: «Alors, il y a le moyen d'accompagner les clients quand même, qui viennent nous voir sur notre site, en proposant les recettes, en proposant les conseils, en passant par newsletter pour ceux qui souhaitent et sur le site internet, on donne plein de descriptions afin de faciliter, l'achat de la part des clients». Donc là, j'ai décidé de démarrer le site internet en disant que voilà, ça peut être, bonne expérience aussi pour les clients, qui ne qui visitent notre site et c'est surtout qui facilite des gens, les Français qui vivent dans un endroit pas forcément en proximité de épiceries japonaises, pas uniquement IMA, mais épiceries japonaises en général et donc c'est pas dans chaque coin, hein, que vous trouvez l'épicerie japonaise en France. Donc je me suis dit: «Bah, bon, je vais essayer de voir, hein, avec notre site internet» et donc du coup, il était démarré, fin de l'année dernière et opérationnel à partir de cette année. Donc on reçoit, à peu près pour l'instant, très peu de commandes, mais ça augmente à petit à petit. Quelles sont les difficultés, que tu rencontres au quotidien dans ton activité? Que ce soit des difficultés peut-être sur la partie, import, sur la partie, réglementation sanitaire ou autre? C'est surtout, pour pouvoir proposer, le produit, constamment, dans le sens, que, c'est sont des produits importés et puis donc du coup, il faut anticiper 3 mois pour l'importation de produits et puis en tout, en à peu près 4 mois en gros, il faut anticiper, décider de prendre, le produit et puis arriver en France. Donc il y en a certains comme le saké que je passe directement la commande au Japon et il y en a certains produits dont, je te parlais tout à l'heure, comme du riz que je passe par, les autres importateurs. Quand j'importe directement, c'est cette côté anticipation, des fois, je rate, donc là, je commande pas assez et je dis: «Mince, il me manque le stock», je passe la commande, il faut attendre d'autres cas, 4 mois, 5 mois et des fois, je tombe en rupture de stock, il faut, faire attendre mes clients pendant 2 3 mois. Donc ça, c'est les premières choses et cette difficulté d'importation, c'est pareil pour tout le monde, aussi pour, mes fournisseurs. Donc du coup, je passe, commande chez un fournisseur A et ils disent: «En fait, tel et tel produit, on a en stock. Par contre, tel produit, on n'a pas en stock». Ah mince, donc il faut que je passe la commande chez fournisseur B, mais soit j'ai les produits similaires chez lui, donc j'essaie de passer la commande. Hem, des fois j'arrive le procurer et des fois il faut attendre aussi à 1 mois, 2 mois pour pouvoir avoir les produits. Donc du coup, du fait que je veux proposer, toujours les bons produits, à mes clients, je dois jongler
parmi les plusieurs fournisseurs, hein. Non pas que je cherche vraiment de économiser, mais c'est surtout l'argent, mais c'est surtout afin de proposer le maximum des choses pour répondre à la demande des clients. Donc, voilà, c'est ça ce qui est le plus difficile quand on revend les produits importés. Quelle est, la typologie de clientèle? Comment sont les clients? Et puis est-ce qu'ils ont des produits favoris? Est-ce qu'il y a des best-sellers dans la boutique? Oui. Alors, parmi les clients à la boutique, en fait, j'ai de tout le monde qui vient à la boutique, mais le client mon principal fidèle, c'est surtout qui aime le Japon, qui a surtout grandi avec, je pense que c'est surtout le manga, si j'ai bien compris, hein, dessins animés japonais et tout. Donc, ce sont des hommes et des femmes de trentaine, quarantaine, qui sont vraiment le noyau dur des clientèles chez nous, IMA. Mais aussi, il y en a des jeunes retraités, par exemple, soit qui sont partis au Japon pour le voyage et puis ils ont énormément apprécié leur séjour au Japon. Donc, ils voulaient revenir dans notre boutique pour continuer, prolonger leur voyage au Japon chez moi. Ou bien simplement fan de la cuisine et un jour il voit à l'émission télé, là il faut utiliser tels ingrédients pour réaliser tel plat, donc il revient et il découvre ma boutique et donc ils sont très curieux de challenger les différentes recettes et comme ça il devient les clients réguliers aussi. Il y a aussi des jeunes clients comme des collégiens par exemple, parce que je fais la vente de par exemple le mochi glacé à l'unité. Donc ce n'est pas très cher et puis le petit bonbon qui coûte par exemple 2 €. Donc c'est pareil, les jeunes clients qui ne peuvent pas forcément dépenser 20 €, 30 €, mais qui veulent déguster le goût du Japon, quoi. Il vient régulièrement et puis prendre les petites choses et puis ça me fait plaisir de voir ce style de clientèle. Et puis, bien entendu, il y en a aussi, mes compatriotes, les Japonais qui viennent chercher, des produits. Par contre, on n'est pas nombreux dans notre région, hein, autour de Saint-Nazaire. Donc ça, c'est aussi le cas. Et puis, enfin, il y a des gens qui sont pas forcément fans de Japon, mais du fait que j'ai un parti vaisselle, qui vient chercher, des vaisselles comme cadeau surtout. J'ai cherché le cadeau, atypique à offrir à quelqu'un d'autre. Donc, là, à vrai dire, il y a différents styles de clientèle, mais de tout cas, plupart aiment le Japon. C'est pour ça qu'ils viennent dans notre boutique. Alors, lequel je vends le plus à la boutique? Hem, surtout l'assaisonnement principal comme sauce soja, le miso, parce que, ils cherchent, vraiment justement le goût authentique, et ils veulent vraiment choisir le bon produit et après il revient régulièrement pour choisir, cet assaisonnement, artisanal chez moi et je cache pas le vaisselle, je vends très bien aussi le vaisselle. Alors IMA, c'est aussi un lieu convivial avec des animations régulières. Est-ce Mmh. que tu peux nous en dire plus à ce niveau-là? Oui. Alors animation, j'ai différents styles. Ça commence par juste la dégustation, organisation de dégustation au week-end, soit juste le produit, je coupe le produit, je fais déguster. Aussi c'est le thé, je prépare le thé et propose la dégustation. Mais de tout cas, c'est toujours, avec une petite explication comment il faut préparer dans ce cas le thé, la température, la différence et tout. Toujours avec, cet aspect pédagogique, pour pouvoir accompagner les clients. Donc, ce genre de petite animation, je fais régulièrement et puis les dégustations, si j'ai de la chance et l'honneur de recevoir les producteurs du Japon et ça arrive, hein, des producteurs japonais viennent directement à Saint-Nazaire. Donc commençons par, mes brassades de saké. Ils sont venus, à Saint-Nazaire et puis on a proposé ensemble la dégustation à la boutique, donc qui était appréciée énormément par, mes clients.
Il y avait aussi le producteur de sauce soja qui est venu, donc j'ai aussi proposé ce genre de dégustation aussi. Donc c'est toujours la dégustation, mais le plus, c'est qu'il y en a un producteur japonais qui vient de Japon qui sera présent avec nous. Donc ça, ce genre d'animation. J'organise aussi des séries d'ateliers cuisine. Parce qu'il y a tellement de demandes, tout le monde demande de vouloir faire l'atelier cuisine. Donc ça, c'est payant, mais c'est souvent les places sont prises tout de suite, tout de suite. Et donc du coup, on propose par un newsletter et si les places sont encore disponibles, on diffuse sur les réseaux sociaux, mais c'est rare quand même. On est obligé de diffuser sur les réseaux sociaux. Après, de temps en temps, ça arrive qu'on me sollicite de faire l'intervention. Par exemple, le plus récente, c'était à la médiathèque. Euh, j'ai fait l'intervention, à expliquer sur les différents plats et réaliser devant eux, donc la démonstration et à proposer la dégustation. Donc, ce genre d'animation, je fais aussi. Est-ce que tu as d'autres, projets, liés à IMA que tu aimerais développer en cours ou peut-être dans les années à venir? Alors, est-ce que je parlerai de projet réel ou projet de rêve? Les 2. Les deux. Alors, j'aime bien parler de rêve, donc je parlerai de projet de rêve. IMA, même, en fait, moi, je considère IMA, l'existence IMA, c'est comme un projet. Dans le sens que j'aime bien faire participer tout le monde et que la marque IMA sera grandie ensemble avec ses participants. C'est surtout mes ambassadeurs, les clients. Donc, j'aimerais bien un jour d'avoir mes ambassadeurs IMA tout partout en France. Et puis, on monte des animations ensemble. Alors, donc là, peut-être ce mois-ci, on va monter une animation dégustation, démonstration ensemble à Strasbourg, à l'EPILA, et puis avec participation d'un ambassadeur IMA à Strasbourg, on propose ce genre de dégustation ou simplement on fait ensemble la cuisine ensemble, ambassadeur IMA de Strasbourg. Voilà, c'est ce genre de choses que j'aime bien réaliser sans parler de comment, mais de vraiment soutenir la marque IMA ensemble pour que des petits producteurs artisanaux au Japon puissent vraiment participer en tant que producteurs à ce projet. Donc ça, c'est vraiment le côté rêve. Côté réel, je continue de développer le site internet IMA. Et puis dans ce cadre-là, je pense plus en plus participer à tout ce qui est justement la convention, le petit Matsuri. Euh, donc aussi il y a les suggestions, je suis preneuse. Que si voilà, quelqu'un veut que IMA sera présent dans une des conventions, il ne faut pas hésiter de nous solliciter. On va parler un petit peu maintenant de voyage au Japon. Mhm. Combien de fois par an tu retournes au Japon et pour y faire quoi? Alors, combien de fois? 2 fois à peu près, je pense. Ouais. Une fois avec ma fille toujours parce que mes parents et puis la famille, des amis sont toujours là. Et puis une fois dédiée vraiment à le déplacement professionnel. Après, ça m'arrive que ça peut être 3 fois en fonction de besoins professionnels. Mais voilà, une fois privée et puis une ou 2 fois professionnelle, je fais. Ouais. Alors on va parler, maintenant un petit peu de tes osusume, donc tes recommandations de Mhm, voyage au Japon. Donc, tu m'as envoyé une liste, qui est assez intéressante. mhm. D'abord, on va parler du quartier de Kichijoji à Tokyo. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Alors, ce n'est pas peut-être la destination pour les touristes, mais en tout cas, c'est le quartier que j'adore. Mon lycée n'était pas loin de Kichijoji, donc j'ai déjà commencé à fréquenter ce quartier. Et puis là, à cette époque, chez nous, n'était pas juste à côté de Kichijoji, mais à peu près en vélo une demi-heure. Mais j'aime bien aller jusqu'au Kichijoji. Et puis mes parents, ils ont déménagé, donc on est juste à côté de Kichijoji, donc la Mitaka. Donc là, quand on prend le Chuo Line, c'est un arrêt. Donc c'est vraiment à côté, à côté.
Donc, du coup, pour faire le shopping, pour aller dans un restaurant, je vais à Kichijoji parce que on trouve quasiment tout ce qu'il faut à Kichijoji. Et puis, ce n'est pas autant grand que, par exemple, Shinjuku ou Shibuya. Donc, on se repère facilement comparé de grands quartiers. Et puis, si on veut faire la petite pause, quand on se rend à le côté sud de Kichijoji, il y en a un grand parc, euh, le Inogashira-koen, qui est très très sympa à se promener. Surtout dans la saison de cerisier, c'est magnifique à se promener. Et je pense qu'il y en a certains qui connaissent Mitaka Kichijoji parce que le musée de Ghibli n'est pas loin de ce quartier. Donc voilà, dans ce sens, effectivement, si vous allez au musée de Ghibli, il ne faut pas hésiter d'aller à Kichijoji pour finaliser le shopping. Ensuite, on va parler de Kanazawa, Oui. évidemment, parce que tu as des origines familiales. Mhm. Comment tu décrirais cette ville? Alors, Kanazawa, c'est un petit Kyoto pour moi. Ils ont leur propre culture bien développée. Alors, Kanazawa, juste petite histoire, hein, c'était le Kagahan avant, à l'époque de Edo, et puis qui était la région assez riche. Donc c'est pour ça que le daimyo de Kaga pouvait développer pas mal des choses de point de vue culturel. Comme par exemple le kimono, ils ont Kaga Yuzen. Donc c'est le yuzen, c'est la manière de faire le tissu de kimono, et ils ont développé leur propre technique de leur région. Donc là, moi j'aime bien cette beauté. Aussi, moi j'aime bien les vaisselles de cette région. Donc là, il faut pas hésiter d'aller voir de cette fameuse Kutaniyaki, hein, qui est magnifique, qui n'est pas forcément le moins cher, mais de tout cas, c'est la beauté, c'est vraiment impressionnant. Et aujourd'hui, il y en a certains qui combinent cette Kutaniyaki avec feuille d'or, parce que Kanazawa est aussi très connu pour le feuille d'or. Parce que là, au Japon, on peut utiliser les feuilles d'or dans la réalisation de plats alimentaires. Donc, à l'origine, c'était plus pour manger aussi avec les plats à manger. Ou bien aussi, effectivement, tant pour moi, pour réaliser tout ce qui est de plats laqués. On utilise aussi le feuille d'or. Donc, là, ça c'est aussi intéressant. Et puis les cuisines de Kaga, le cuisine de Kanazawa, c'est aussi quelque chose. Au début, j'ai parlé de jibuni tout à l'heure, de mijoter de canard, euh, mais il n'y a pas que ça. Qu'on peut savourer à Kanazawa. Kanazawa n'est pas loin de la mer, donc il profite de vraiment avoir le bon produits d'origine de la mer, et donc vraiment c'est une région à visiter, et surtout si vous aimez le côté culturel du Japon. Ensuite, tu voulais parler de Muroran, donc c'est à Mhm, Hokkaido, c'est ta mhm, ville de naissance. oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette ville? Alors Muronan, c'est beaucoup moins, je pense que le touristique, hein, comme du cas comme destination, ce n'est pas peut-être adapté pour les touristes. C'est une ville industrielle. Et donc, c'était la ville qui a fait la construction navale, c'était le port industriel aussi, hein. Je suis attachée à cette ville parce que je suis née là-bas déjà, la première chose. Et puis, vous savez, au Japon, à Tokyo, il fait hyper chaud chaque été. Donc, du coup, chaque été, quand j'étais petite, en famille, nous sommes allés à Muroran et à passer un tiers d'été là-bas pour justement éviter le chaleur, hein. Donc, c'était pour ça que je suis très, très attachée à la ville de Muroran. Alors Muroran, voilà, c'est pareil, c'est bord de la mer, donc on peut déguster tout ce qui est de bon sushi et les sashimi, hein, typiques de bord de la mer, hein. Si vous avez l'occasion d'y aller, je vous conseille de goûter le yakitori de chez eux.
Donc, je laisse les auditeurs de découvrir. Alors, pourquoi le yakitori de Muroran est différent? Donc, pour ceux qui connaissent pas le mot yakitori, c'est le poulet en brochette, hein. Donc, c'est le poulet, je insiste. Mais à Muroran, vous allez découvrir le sens de yakitori ne peut pas être la même chose. Et puis enfin, il y en a aussi la nature à Hokkaido, y compris Muroran. Et il faut visiter le Chikumisaki, hein, pour admirer la nature qu'on trouve à Muroran. Ensuite, on va partir, du côté du Tohoku, Mhm, notamment du côté mhm, de 2 villes qu'hélas on a connues, en tout cas qui ont été mises en lumière, en 2011 à la oui, suite du malheureusement, oui. voilà, du Mhm, fameux, tremblement de terre et du tsunami qui ont suivi, donc Quai-Sennuma mhm, et Rikuzen Takata. mhm. Bah, on t'écoute sur la présentation de ces 2 villes. Alors, donc, bah, comme la plupart des gens, même si j'ai voyagé un peu tout partout au Japon quand j'étais jeune, je connaissais pas vraiment de ces villes jusqu'au 2011. Et puis là, ça restait ce style de connaissance comme une des villes très touchées par le tremblement de terre et surtout par le tsunami. J'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui sont de cette région. Alors Gaël, tu me permets que j'explique un peu pourquoi cette rencontre. J'ai rencontré une Française un jour à Saint-Nazaire, euh, Sophie, qui vit à Tokyo, mais qui vit au Japon depuis 47 ans maintenant. Et quand elle revient en France, elle revient à Saint-Nazaire parce que elle a un appartement qu'elle a succédé de la part de son grand-père dans mon mémoire, hein. Et donc j'ai rencontré Sophie à Saint-Nazaire et puis quand elle a commencé à me parler, elle a parlé en japonais très couramment, donc là, c'était épatant d'ailleurs d'entendre japonais de la part d'une Française comme ça. Et j'ai fait connaissance avec Sophie et qui m'a présenté Fumi, qui est cuisinier japonais et qui a vécu à Saint-Nazaire avant moi, beaucoup avant moi. Et j'ai été mis en relation avec Fumi. Et Fumi, il fait partie d'une fédération, une association des entrepreneurs, Doyukai. Et il a organisé un voyage avec membres de Doyukai pour venir en France. Et il a dit, alors, pourquoi pas Saint-Nazaire, et si moi je peux organiser une rencontre avec le chef d'entreprise local à Saint-Nazaire. Et puis comme ça, j'ai fait connaissance avec plusieurs entreprises qui viennent de cette région. Et en même temps, il y avait 3 entreprises qui sont intéressées à exposer à Serbotel. Serbotel, c'est le salon professionnel dans l'alimentaire. Et donc là, en tant que prestataire de service, je les ai accompagnés. Et ces 3 entreprises, dont une qui vient de Rikuzen Takata et 2 qui viennent de Kesennuma. Et donc c'était comme ça que j'ai commencé d'y aller. Le premier fois, c'était en 2017. Donc là, ce qui m'a choqué énormément en visitant en 2017, Sinistre avait lieu en 2011. Donc 2017, ça veut dire que 6 ans passés. Donc je me suis dit, bah, forcément, tout est en ordre parce qu'on parle moins en moins de cette région. On parle beaucoup sur le Fukushima, mais pas de Rikuzen Takata ou Kesennuma. Ce que j'ai rendu compte sur place, reconstitution n'est pas encore fait. On voit encore les terrains plats tout partout. Et quand j'ai posé la question, ils ont répondu, bah, simplement, rien n'était fait pour l'instant. Et c'était assez choquant de constater cette réalité. Et puis, alors maintenant aujourd'hui c'est mieux, mais quand même on voit quand même la trace quand même de 2011 sur place. Et ça m'a poussé, ça m'a donné envie de continuer de travailler où aussi en même temps les gens qui viennent de cette région, ils sont super gentils
et ils ont vécu l'expérience, vraiment, douloureux. Ils ont perdu leurs proches et tout, mais ce sont des gens qui ont surmonté cette tragédie et donc là, moi, je sens qu'ils ont de certaines forces, heu, du fait de cette expérience. Donc du coup, j'ai gardé le lien d'amitié. On en a commencé de parler, à travailler ensemble, surtout avec le producteur de sauce soja, et malheureusement covid et c'était un peu suspendu. Mais après covid, de cas, il est revenu sur le marché français. Bah, il a son propre importata et moi j'achète de la part de son importata pour revendre dans ma boutique. Et à côté, j'ai tenu le stand ensemble avec lui lors de Sarbotel de l'année dernière et puis aussi, pour monter une animation ensemble avec lui. Donc ça, ce qu'on a fait. Pour 2 autres entreprises de Kesennuma, ça restait la relation amicale jusqu'à l'année dernière et j'ai eu l'occasion de revisiter à nouveau le Kesennuma et donc du coup, une des entreprises, Saikiti Shoten, qui fait la transformation de poissons, pour pouvoir vendre, par exemple, le poisson, mijoté, hein, on se vide, mais là d'ailleurs c'est un peu compliqué à l'exporter à l'Europe, pour raison de réglementation. Donc là on peut pas déguster en France, mais ils font ce genre d'activité. Et là, ils ont aussi un restaurant à côté. On s'est sympathisé tellement et ils sont venus à Saint-Nazaire en bénévole pour participer à un autre événement, un week-end au Japon qui avait lieu justement en mars dernier, pour préparer le repas de Kesennuma, que les participants ont énormément apprécié, grâce à leur décision de venir du Japon, en prenant le billet d'avion pour venir jusqu'en France en bénévole. Et puis cette région, moi j'aimais bien, visiter. Pourquoi? Alors déjà, encore une fois, moi je dois adorer le bord de la mer parce que je répète encore, le poisson, tout ce qui est de sashimi, c'est magnifique, de qualité extraordinaire. Donc c'est vraiment à déguster et puis du fait qu'ils ont surmonté cette tragédie, quand ils organisent une fête locale, et puis quand on a la chance de tomber cette occasion, on constate qu'ils sont très accueillants, même si on vient de l'extérieur. On te parle comme ça, bah, d'où tu viens et tout, et puis on papote facilement. Donc, ils ont vraiment cet esprit de accueillir le monde qui vient de l'extérieur. Et je pense que c'est toujours intéressant de visiter tout ce qui est des temples, les sanctuaires, mais je pense que c'est aussi intéressant de faire des rencontres, avec des gens locaux et Kesennuma, les Kesuntakata fait le faire facilement. Donc c'est pour ça que moi je conseille à les gens, s'ils ont occasion, d'y aller. Par contre, c'est pas juste à côté de Tokyo. Et dernière région encore plus éloignée de Tokyo pour le coup, c'est Osumi dans la préfecture de Kagoshima, dans le Kyushu. Alors on en parlait un petit peu tout à l'heure. Oui. Est-ce que tu peux nous parler d'Osumi? Voilà, donc là, Osumi, pareil là, moi je suis allée jusqu'au Kagoshima quand j'étais étudiante, mais je suis pas allée au Sumi. Eh ben, j'ai passé à côté, mais pas au Sumi. J'ai vraiment ignoré l'existence de péninsule de Osumi. J'ai découvert l'année dernière, c'est vraiment la beauté de Osumi. Le premièrement, c'est le côté de la nature. Euh, il y en a encore la nature sauvage qu'on peut visiter, et ce qui est de plus en plus difficile au Japon. Et le deuxième chose, c'est que aussi ils ont leur propre culture culinaire assez intéressant à découvrir. C'est sûrement aussi parce que je suis tokyoïte d'origine et puis moi je suis de quelqu'un de l'Est, mais tout ce qui est de plats de Kagoshima ensemble en général d'ailleurs, ce qui est totalement différent de Tokyo, donc c'était hyper intéressant à découvrir. Et puis le troisième point,
C'est que c'est un peu lié à ce que je viens de raconter de Kesennuma et Rikuzentakata. Rencontre avec les gens, c'était super sympa. Hem, on a fait le snack à Osumi. Je sais pas si, faut que j'explique de quoi s'agit-il le snack? Donc, le snack, pour moi, c'était la première expérience au Sumi. Donc en gros, c'est un petit bar tenu seulement par un mama, donc une dame. Euh, et puis, on peut consommer donc alcool, le cocktail, et puis le petit chose à grignoter. En général, c'est le chose tout simple. Certains mamas essayent de faire quelque chose de plus. Et puis, on peut vraiment avoir l'ambiance conviviale, soit on chante ensemble au karaoké, on papote ensemble, même avec des gens juste à côté, on se connaissait pas, mais voilà, on papote comme ça. Et je me suis demandé, mais pourquoi je connaissais pas cette culture? Et j'ai découvert que à Tokyo, il y en a moins en moins. Donc c'est pour ça que j'ai jamais eu l'occasion de fréquenter Snack. Et donc du coup, à Osumi, je suis allée à Osumi, c'est dans 12 snacks qui était super sympa, maman très accueillant, les gens qui étaient juste à côté d'assis nous, nous étions un groupe de Français et Japonais, mais bon, on a papoté ensemble et puis on a chanté ensemble. Des côtés japonais, ils ont essayé de trouver les chansons en anglais, en français, afin de pouvoir s'amuser ensemble. C'était super sympa. Et puis, avec un petit dose d'alcool, je pense que on devient plus facilement des amis, des copains que sans alcool. Et puis et surtout, maman essaie d'être facilitatrice, de mettre en relation entre des clients. Donc c'était ça ce qui est intéressant de Snack. Et d'après des gens de Osumi, c'était dans une ville qui s'appelle Kanoya. Et dans la ville Kanoya, on trouve vraiment en, par rapport à la surface de la ville, il y a le plus de snacks comparé les autres villes. Après, je n'ai pas vérifié les statistiques, mais apparemment, on trouve vraiment beaucoup de snacks par rapport à la taille de cette ville. Et effectivement, j'ai vu, il y avait beaucoup de snacks et c'est beaucoup moins cher que les grandes villes. Et, et on peut s'amuser sans problème. Et les gens sont sympas. Donc ça, c'est ce qu'il faut vraiment profiter. Et je pense que c'est aussi cet esprit d'accueil est lié à la nature de cette région. Moi, je suis partie à Osumi dans le cadre de projets socio-agriculture. Social, pourquoi? Parce que c'était pour étudier la possibilité de créer un tourisme en associant ou intégrant des établissements pour les personnes handicapées. Et ce que j'ai rendu compte sur place, du fait qu'il y en a un établissement, un ESAT, mais privé, hein, ESAT privé qui existe depuis 1974 en mémoire, hein, et les gens de la région sont habitués d'avoir l'existence de la personne un peu différente de eux, hein. Donc cette culture de accepter la diversité, hein, parce que pour moi la diversité, bah, ça peut être aussi les ethnicités, les différentes cultures, mais handicap, c'est une sorte de diversité aussi. Donc du fait qu'ils ont cette culture d'accepter la diversité à la base, j'ai l'impression qu'ils acceptent aussi facilement des étrangers. Donc je pense que ça peut être intéressant du coup de visiter cette région. Alors dernière question pour cet entretien. Oui. Lors d'un voyage au Japon, quel plat tu recommanderais de goûter? Parce qu'évidemment en France, on mange surtout des sushis, un petit peu de voilà, éventuellement de la ramen ou ce genre de choses, mais outre ce que l'on connaît, en évidence, du Japon, est-ce que tu as des plats, que tu recommanderais à découvrir au Japon? Alors déjà, bah, si on a la possibilité,
d'aller manger chez un habitant, ça sera magnifique. Alors je dis pourquoi ça? Parce que, comme j'ai dit, qu'il y a une diversité de chaque région et il y a énormément de diversité de chaque famille. Et sûrement, on déguste des choses que même moi, je n'imagine pas. Donc, si c'est possible, moi j'aime bien. Mais sinon, ce que je conseille, c'est simplement un thé choco, un menu typique avec un bol de riz, une soupe, un bol de soupe, un plat, donc soit le poisson, c'est souvent le poisson grillé par exemple, et une petite salade. Et à ce genre de thé choco, je propose que on déguste sur place, de préférence de vraiment de bonne qualité. Et comme ça, vous allez découvrir que le riz, c'est quelque chose de bien à manger tel quel, sans mettre la sauce soja ou le furikake par-dessus, et tel quel est super bon. Et puis, c'est quelque chose de simple, mais nous, Japonais, mangent quotidiennement. Donc, voilà, pour découvrir ce qu'on mange réellement dans la vie quotidienne, ce que je conseille, c'est de prendre le thé choco typique. Naoko, est-ce que tu as un dernier mot pour les auditeurs de Kanpai? Il faut pas hésiter de partir au Japon, si vous avez, dans la tête, soit pour le voyage, pour les études, il faut y aller. C'est que, bah, nous, en général, on est assez accueillants et aussi moi-même, du fait que je suis partie en France, moi, j'ai fait à l'autre sens. Mais voilà, pour n'importe quel projet, si vous avez un projet, allez-y et puis là, vous ne regrettez pas. Naoko, je voulais te remercier pour le temps que tu nous as consacré. Et, Ouais, merci Yael, de m'avoir donné cette occasion de parler de moi et Ima. c'était vraiment très intéressant et je profite donc de cette fin d'entretien pour encourager tous nos auditeurs à soit venir te voir à Saint-Nazaire dans la boutique Ima ou alors à aller sur le site imajapon.fr pour découvrir la variété culinaire japonaise à travers ta sélection. Merci Yael, Merci, à bientôt. à bientôt. Retrouvez plus d'interviews Japon sur nos podcasts. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Kanpai. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez, et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.